Ok, ça marche. Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette conférence. Merci à Derine aussi pour son invitation. Aujourd'hui, elle m'a invité pour parler de communication digitale et de réseaux sociaux. Donc, j'ai décidé d'intituler cette conférence d'une manière un petit peu énigmatique, la vertu comme matière première du digital. Le retail, c'est pas tout à fait mon métier. Moi, à la base, je viens du monde de l'art. On a créé en 2016, avec ma petite sœur Louise, une start-up spécialisée dans la communication digitale d'institutions culturelles qui s'appelle The Farm et avec laquelle on bosse pour une douzaine de clients, parmi la Fondation Carmignac, Fondation d'art contemporain, les ateliers Jean Nouvel, l'agence de relations presse Claudine Collin, le promoteur immobilier Emerige et la grande saison culturelle Japonisme 2018. Nous avons aussi créé un média qui s'appelle Virtuté, qui est un magazine en ligne destiné à faire la promotion de jeunes artistes, de jeunes photographes, designers et architectes. Et enfin, on a aussi créé une communauté de comptes Instagram qui s'appelle Viator Mundi et qui partage des photos de destination sur Instagram. Avant-hier, on a passé la barre des 700 000 followers, donc ça marche plutôt bien. Alors, passons au sommaire. Donc, cette conférence, en fait, j'ai voulu venir avec une thèse qui est que pour bien communiquer sur le web, il faut être vertueux. Donc, pour vous convaincre de cette thèse, on va procéder en 3 étapes. La première étape, c'est de parler du contexte général, celui de l'âge de la multitude, l'âge dans lequel on vit. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de dire que cet âge de la multitude nécessite une nouvelle communication, celle de la vertu. Et enfin, dans un troisième temps, on va décliner 6 axes de recherche avec des exemples pour étayer cette thèse. Donc, l'âge de la multitude. Pour comprendre l'époque dans laquelle on vit, il faut retourner légèrement en arrière et aller à Florence. Là, vous voyez le dôme de Florence, la cathédrale Santa Maria del Fiore. Lorsque les Florentins construisent cette cathédrale en 1296, on est en plein Moyen-Âge, et ils veulent un édifice monumental à l'image de ce que devient la Florence de l'époque. Mais ils savent pertinemment qu'en construisant ce bâtiment, ils n'ont pas les moyens techniques de terminer le bâtiment. Et donc, pendant 100 ans, la cathédrale n'aura pas de dôme. Et il va littéralement pleuvoir à l'intérieur. En 1420, débarque un architecte génial qui s'appelle Brunelleschi et qui va couvrir cette cathédrale avec un système de double coupole, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, et qui va répartir la puissance. Et en 15 ans, il couvre la cathédrale et Florence devient le centre du monde. C'est le plus grand bâtiment du monde. Cet exemple, il illustre dans toutes les écoles d'art ce changement entre un Viator Mundi, l'homme du Moyen-Âge, un voyageur du monde qui passe sur Terre uniquement pour préparer l'après, à un Faber Mundi, un constructeur du monde qui est sur Terre, qui a un impact sur son environnement. Lorsque le premier maçon pose la pierre, il initie le paradigme. Lorsque Brunelleschi termine la cathédrale, il termine le paradigme, c'est la Renaissance. Ici, vous avez uniquement un exemple qui pourrait pas illustrer le changement, mais simplement venir compléter la slide, qui est la Kingdom Tower de Jeddah en Arabie Saoudite et qui va devenir dans 2 ans le plus haut bâtiment du monde avec 1 km de haut. C'est juste un exemple random et j'ai cherché 2 exemples qui pourraient illustrer le nouveau paradigme. Le premier, il est porté par cet homme, alors je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Ray Kurzweil, c'est un Américain, il travaille dans la Silicon Valley et c'est le directeur de la recherche et du développement de Google. Il est, au-delà de son métier, le porteur d'une thèse qui s'appelle la singularité. Peut-être que quelqu'un connaît ce que c'est que la singularité. Il s'agit d'une ambition de vaincre la mort et de rendre l'humain immortel. Cette thèse, elle est très sérieuse. Ces gens-là mettent tous leurs moyens pour arriver à leur fin. Et ils ont même un agenda. En 2029, ils disent que l'homme sera immortel, donc dans une petite dizaine d'années.
Mark Zuckerberg a récemment déclaré que l'objet social de Facebook était de vaincre toutes les maladies humaines d'ici 2099. Ce n'est pas un réseau social, c'est l'objet de la société. Second exemple, c'est celui de Jeff Bezos et d'Elon Musk. À l'heure actuelle, il y a une nouvelle course à l'espace. Donc, à travers ces deux personnages et à travers leur société SpaceX et Blue Origin. D'ailleurs, l'objectif de Bezos est de coloniser l'espace, et il dit pour cela, il n'y a largement pas assez d'humains sur Terre, et il accélère la singularité pour qu'on devienne tous immortels et qu'on colonise l'espace. Donc, dit comme ça, évidemment, ces deux exemples semblent assez loufoques, peut-être aussi loufoques qu'une cathédrale qui, pendant 100 ans, n'avait pas de coupole. Ces gens-là sont des maçons, ils sont les charpentiers, les tailleurs de pierre de la cathédrale, jusqu'à ce que l'architecte vienne mettre un terme à leur construction. Ce paradigme, il est en train de changer, et voilà, on est en cours de changement. Donc, pour redescendre un petit peu sur Terre, et pour décrire l'âge dans lequel nous vivons, celui de la multitude, il y a un bouquin que je vous recommande vivement qui s'appelle « L'âge de la multitude » et qui a été écrit par deux Français, Nicolas Colin et Henri Verdier. Nicolas Colin, peut-être que vous le connaissez, c'est un des cofondateurs de The Family. Je vous invite à regarder ce que c'est que The Family. C'est un incubateur de start-up à Paris. Il partage énormément de contenu en ligne et c'est hyper intéressant. Alors, ces deux Français, ils décrivent l'âge de la multitude comme la fin de nos sociétés de production et de consommation de masse. L'individu de la multitude, donc tous ici présents dans cette salle, c'est un individu qui est de plus en plus équipé, de plus en plus éduqué et de plus en plus interconnecté. Et cet individu-là, quand il est regroupé sur des plateformes, il décentralise la puissance. La puissance quitte l'institution et redescend vers l'individu. Ce livre est en partie basé sur un article de Marc Andreessen, le grand leveur de fonds de la vallée, qui s'appelle « Software is eating the world ». Et Andreessen décrit à peu près le même phénomène, qui est que le logiciel attaque petit à petit tous les domaines de l'industrie. Il a commencé par la musique, par la culture, par le retail, et petit à petit, il attaque tous les secteurs jusqu'aux secteurs régaliens que sont l'éducation, la défense et jusqu'aux principes politiques même. Selon Andreessen, la nation est déjà un concept qui est dépassé. Donc, la multitude, cet individu que nous sommes tous, nous sommes la matière première de ces grandes entreprises de la vallée. Et d'ailleurs, il y a une énumération qui est assez célèbre et qui dit que la plus grande société de transport, c'est Uber et ne possède pas une seule voiture. Le plus grand hôtelier du monde, c'est Airbnb et ne possède pas une seule chambre d'hôtel. Et la plus grande fac, la meilleure fac du monde, c'est Coursera et elle n'a aucun professeur. Alors, toutes ces entreprises-là, elles ont compris qu'il fallait faire alliance avec la multitude. Et elles sont les 4 entreprises les plus puissantes dans le monde. C'est les fameuses GAFAMI, enfin les 6 entreprises, Google, Apple, Facebook, Microsoft, Intel. À présent, voyons ce qui se passe dans la communication. Dans la pub, la communication au sens large, aujourd'hui on ne va pas faire de distinction. Si ces startups ont compris l'alliance qu'il fallait faire avec la multitude, qu'en est-il de la communication? Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est absolument saturé de communication. Ici, il suffit de faire un panorama et on voit des marques partout. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez quel est le nombre quotidien de messages publicitaires, de slogans, de logos que l'on voit par jour. Quelqu'un a une idée? Combien? Non, pas 100, beaucoup plus. Personne? C'est entre 1200 et 2000. Donc tous les jours, notre cerveau plastique, ce magnifique organe, dissèque entre 1200 et 2000 messages publicitaires. Donc, face à cette déferlante de communication, on pourrait utiliser un exemple assez beau, il s'agit de la maison de Cortés au Mexique. Et en fait, la communication, ça serait comme ces armes qui viennent envahir ce bâtiment. Et si on voulait couper les arbres, en fait, on ne pourrait même pas parce qu'on risque, ils ont tellement pénétré les murs qu'en fait, on risque de détruire le bâtiment. C'est un peu le cas de la communication. La majorité des entreprises du web vivent sur la com. C'est le cas de Google. Petite digression, je vais en faire pas mal. Google a été épinglé il n'y a pas si longtemps par la Commission européenne qui lui reprochait d'avoir un monopole sur les moteurs de recherche.
Et donc, ils ont eu cette défense assez ingénieuse qui était de dire eh ben, Google n'est pas un moteur de recherche, mais Google est un diffuseur de publicité. Et sur le marché mondial, on a 5% de part de marché. Donc, Google est un nain de la publicité. Et ils s'en sont sortis. Donc, évidemment, Internet, ça participe à cette saturation de nos cerveaux. Inutile de rappeler que un humain sur deux se connecte journalièrement à Internet. Un humain sur trois produit quotidiennement du contenu sur le web, sur ses réseaux sociaux. Et le temps moyen l'année dernière d'un Français sur le web, c'était 5 heures par jour. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'Internet soit omniprésent. Le problème, c'est quand on a un mauvais Internet qui est omniprésent. Alors ici, petit exemple rigolo, enfin pas si rigolo que ça, c'est Nabila qui, il n'y a pas longtemps, fait un placement de produit pour une société de Bitcoin. Alors c'est très drôle. Elle a donc fait dans cette petite vidéo Snapchat la promotion auprès de sa jeune audience d'une société de Bitcoin dans laquelle elle aurait investi un petit peu d'argent, elle en aurait gagné énormément. C'est un petit peu ça contre ce contre quoi on veut lutter, c'est contre ce genre de mauvaise communication, ce genre de mauvais placement de produit. Et on s'inspire surtout d'un publicitaire français qui s'appelle Philippe Michel, qui est le fondateur de CLMDDBO, une grosse agence parisienne. Il est malheureusement décédé prématurément, mais c'est lui qui a donné cette idée de bonne communication, de communication sur le long terme et destinée au bien commun. Donc, pour actualiser Philippe Michel, on va parler de 4 points à l'heure du digital, 6 axes de recherche: transparence, incarnation de la personnification à l'incarnation, la spécificité des réseaux, l'éducation, le care, et enfin on termine sur le plus important, do things that don't scale. La transparence. Il y a une loi à laquelle on est tous soumises, qui est Privacy is over. Votre vie privée n'existe plus, elle est morte, ça ne sert à rien d'essayer de la préserver. Vous faites tous partie de la multitude parce que vous avez tous fait une recherche Google, vous avez tous des réseaux sociaux. Et donc, vous partagez votre vie privée avec les géants du web, les plateformes. Donc, en partant de ce fait-là, eh bien, il faut jouer à fond la carte de la transparence et être capable de tout dire. De toute manière, tout se sait à un moment, on ne peut rien cacher. La longue traîne fait que tout est disponible. Et donc, il faut y aller à fond avec la transparence. Là, c'est des bonnes pratiques pour les réseaux. À l'image de ce GIF, eh bien, plutôt que d'être devant l'éboulement de terrain, plutôt que d'avoir une digue qui protège vos données devant l'éboulement de terrain, il faut être sur l'éboulement de terrain. Et donc, si jamais votre produit il est nul à chier, il faut le dire et il faut vendre autre chose que son produit. C'est simple. Second point, de la personnalisation à l'incarnation. Donc, une fois que vous êtes transparent, la multitude, donc votre audience, elle attend de vous le premier point, la personnalisation. Donc là, vous avez l'équipe du PSG, celle avec laquelle on va gagner la Ligue des Champions cette année. Et vous avez les réseaux de chaque joueur en dessous avec leur compte Facebook, Twitter et Instagram. En cumulé, ça fait 325,1 millions de followers. Là, je vous ai mis une autre équipe, celle des principaux médias français, avec Brut qui est ici pour rehausser un petit peu le niveau en termes de communication. Et cette équipe, elle cumule à 45,7 millions de followers. Donc, en théorie, on pourrait dire qu'un seul tweet de Neymar, il équivaut à l'ensemble des médias français, des principaux médias français. Évidemment, c'est de la théorie. Donc, ces individus, donc tous ici que nous sommes devenus des médias, nous sommes devenus des journalistes, des producteurs de contenu et des consommateurs de contenu, des lecteurs. D'ailleurs, on suit les joueurs de foot sur leur réseau pour avoir accès aux coulisses, parce qu'on veut passer au-delà de leur discours de fin de match. Oui, on a gagné les 3 points, c'est bien, il ne faut pas perdre. Voilà, c'est pour passer au-delà de ça. Et ce que la multitude attend au-delà de la personnification, c'est l'incarnation. Ici, vous avez une chaîne YouTube, donc les plus jeunes connaîtront, qui est la chaîne de McFly et Carlito, qui en quelques mois est passée de 0 à 3,7 millions de followers sur YouTube et qui a un taux de notoriété chez les moins de 25 ans de 100%. C'est facile. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont simplement joué à fond la carte de la transparence, ils ont joué à fond la carte de l'incarnation, et on a l'impression que rien n'est caché. C'est une impression évidemment, mais rien n'est caché sur leur chaîne. C'est ce qui fait leur succès. Un exemple un peu plus design, un peu plus retail, c'est celui de Mathieu Lehanner, qui est le designer français, un célèbre designer français, et qui est, en termes de communication sur ses réseaux, sur le digital, un best practice à suivre, entre incarnation, vie privée, très clean, et ses produits bien shootés. Bien. Le troisième point, la spécificité des réseaux. Donc maintenant que vous savez être vous-même, il faut l'être au bon endroit. Donc on distingue deux grands types de réseaux sociaux, très simplement, les réseaux créateurs de contenu, YouTube pour la vidéo, Insta pour la photo, Medium pour le texte, Giphy pour l'image animée, etc. Et les réseaux diffuseurs de contenu que sont Facebook, Twitter, Pinterest, etc. Donc tous ces réseaux, il y a plus de 100 millions d'utilisateurs dessus, donc vous trouverez forcément votre cible. Il faut vraiment aller là où vous êtes à l'aise. Nous, on a fait une stratégie pour un client il y a 1 an, basée uniquement sur du Pinterest, c'était du retail. Et en 2 mois, on a fait 90% de son site. Donc si par exemple, on veut faire du gros trafic, eh bien, on utilise du Pinterest en masse. Ensuite, le quatrième point, le quatrième axe de recherche, c'est celui de l'éducation. Donc, vous êtes sur votre bon réseau. Et maintenant, plutôt que de vendre votre produit ou votre service, il faut vendre la chose que vous savez. La seule chose, enfin la chose ou les choses, là où les connaissances, et il faut vendre cette alliance avec la multitude. Être bienveillant, naturellement transparent. D'ailleurs, c'est la manière la plus efficace de retenir un message, c'est quand on donne une information et que l'audience peut l'utiliser quotidiennement. Ensuite, cinquième point, cinquième axe de recherche, c'est le care. L'éducation, ça ne suffit pas parce qu'on se souvient, on a tous eu dans notre jeunesse 2 professeurs qu'on adorait à fond, 2 professeurs qu'on détestait à fond, et le reste était plutôt dans l'indifférence. Donc plutôt que d'être dans l'indifférence de l'éducation, il faut qu'on apporte quelque chose de plus, qui est le care, l'attention de l'audience. C'est d'ailleurs ce que recherche notre génération des moins de 25-27 ans, les millennials, c'est du care, c'est la principale chose qu'on recherche sur Internet. Bien. Donc, de manière très pragmatique, oui, c'est ça. De manière très pragmatique, il faut, sur vos réseaux, répondre aux commentaires, interagir avec l'audience et respecter ce principe de ne jamais terminer une conversation. À une question, il ne faut jamais répondre simplement par la réponse, mais toujours relancer la conversation pour que ça ne s'arrête jamais. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, énormément d'énergie. Voilà, un slogan, ça vaut une réponse à un commentaire, ça vaut 1000 slogans. Et enfin, on termine sur ce 6e axe de recherche, celui du Do Things That Don't Scale, qui est également le mantra de la vallée, qui est de dire que le digital, contrairement à ce que l'on pense, c'est une affaire de très long terme. C'est une affaire, en fait, au lieu de vendre un diamant bien taillé, vous le vendez tout de suite, c'est le fait de polir son diamant quotidiennement, polir son méchage quotidiennement, polir son produit quotidiennement. On n'est d'ailleurs plus dans l'époque de la communication de nos aînés, c'est l'époque des Séguéla, où il suffisait de vendre un message, vendre un slogan, c'était de la drague d'un soir. On est plutôt dans du quotidien, dans du lourd, dans du Renault Scénic avec 2 places bébé à l'arrière. Un exemple ici, pour terminer et pour illustrer ce Do Things That Don't Scale, c'est ces images que vous voyez. Et il s'agit d'une grand-mère de 87 ans, espagnole, qui peint sur Paint. Alors, concrètement, son objectif, ce n'était pas de faire le buzz, mais elle l'a fait concrètement, le buzz, et elle a atteint une audience qui était absolument délirante au printemps dernier, avec des résultats 14 000 likes, 43 000 likes sur ses publications Insta. Et ça illustre un petit peu aussi le côté imprévisible du web, le côté hasard. En fait, on fait le meilleur produit dans son coin, parce qu'objectivement, elle était sincère dans sa démarche en peignant de la meilleure manière sur web, sur Paint. On fait le meilleur produit dans son coin, et ensuite, la multitude, si vous arrivez à faire ce pacte avec la multitude, eh bien, elle se chargera du reste.
Donc voilà, pour résumer cette conférence, je vois que j'étais un peu plus rapide que prévu. Les 3 axes. 1, nous vivons dans un nouveau paradigme. Un paradigme, évidemment, dans le quotidien, on n'en a pas conscience, mais il faut le connaître. Deuxième point, il faut être vertueux pour communiquer sur le web. Et ensuite, les 6 bonnes pratiques dont on peut s'inspirer au quotidien pour animer ses réseaux et sa com digitale. Voilà, je vous remercie.